Karl Marx, comment l'argent devient capital. Chacun de nous est confronté chaque jour à l'argent, on reçoit son salaire, on paie des achats, on effectue des virements en ligne ou on investit. Mais l'argent n'est pas seulement un outil pratique d'échange. Parfois, il commence à se comporter d'une manière totalement différente, au lieu de disparaître dans le processus d'achat de biens, il revient à son propriétaire sous une forme changée, augmentée. Et c'est précisément à ce moment-là que l'argent cesse d'être simplement de l'argent pour devenir du capital. Cette transformation est au cœur même de l'économie moderne. Et même si Marx a écrit à ce sujet il y a un siècle et demi, aujourd'hui les exemples se trouvent partout, sur les marketplaces, dans les startups, sur les plateformes de crypto-monnaies ou même dans la simple revente de billets. Tu as sûrement déjà vu comment les billets pour les concerts d'artistes célèbres s'épuisent en quelques minutes. Un revendeur achète un billet pour 100 €, puis le revend pour 2 cents. Le papier, ou le code QR, ne l'intéresse pas, ce n'est qu'une forme temporaire. L'argent effectue un mouvement, se transforme en billet, puis revient sous forme de capital. Imagine la scène suivante, tu entres sur un marketplace, par exemple Amazon, et tu achètes un nouveau smartphone. C'est la formule classique MAM, marchandise argent marchandise, d'abord tu vends ta force de travail contre un salaire, marchandise, tu reçois de l'argent, puis tu le dépenses pour le smartphone, une autre marchandise. Ici, l'argent n'est qu'un intermédiaire et l'objectif final est l'objet dont tu as besoin pour vivre ou pour te faire plaisir. C'est simple, tu as échangé ton travail contre une valeur d'usage. Maintenant, un autre cas. Supposons que tu n'as pas seulement acheté un smartphone, mais un lot de smartphones en Chine à prix de gros, pour ensuite les revendre plus cher sur le même marketplace. Ici, la formule des MD fonctionne, tu as investi de l'argent, tu l'as transformé en marchandise temporaire, puis de nouveau en argent, mais en une quantité plus importante. Le smartphone ne t'est pas utile à toi-même, c'est juste un outil dans le mouvement du capital. La différence est évidente. Dans le premier cas, tu achètes pour utiliser, dans le second, tu achètes pour obtenir un bénéfice. C'est exactement ainsi que l'argent se transforme en capital. Ainsi, dans le monde moderne, l'argent suit 2 chemins différents. Dans un cas, il sert de moyen d'échange, disparaît et se transforme en bien nécessaire à la vie, MAM. Dans l'autre, il revient augmenter et devient du capital, AMA. Et c'est précisément cette deuxième forme de mouvement qui constitue la base de l'économie capitaliste, que ce soit au XVIe siècle avec les marchands et les expéditions maritimes, ou aujourd'hui avec les plateformes de crypto-monnaies, les marketplaces et les startups. Si l'on regarde de plus près, le capital commence toujours sous forme d'argent. Et cela est aussi actuel aujourd'hui qu'au XVIe siècle, quand les premiers marchands européens embarquaient pour des voyages à la recherche d'épices et d'or. Simplement, au lieu de caravelles, nous avons maintenant des plateformes de crypto-monnaies, des startups et des fonds de capital risque. Prenons un exemple concret. Un investisseur place 100 000 € dans les actions d'une entreprise technologique prometteuse. En essence, il achète une marchandise, des actions. Au bout d'un an, les actions prennent de la valeur et il les revend pour 120 000. Au final, son argent a effectué un cercle complet, AMA, ou A est la somme augmentée. L'argent n'a pas seulement travaillé, il est devenu du capital. Ou bien imagine un autre scénario. Un jeune entrepreneur contracte un prêt bancaire, encore de l'argent, loue un entrepôt et achète des vêtements auprès de producteurs turcs. Ensuite, il lance une boutique en ligne sur Instagram et TikTok, revend les produits plus chers et rembourse le prêt avec un bénéfice. Ici, l'argent agit non pas comme un simple moyen d'échange, mais comme l'impulsion initiale du capital. Pourquoi est-il si important de distinguer MAM de AMA? Parce que, dans le premier cas, l'argent disparaît en se transformant en bien destiné à la consommation. Par exemple, tu achètes une place de concert pour ton artiste préféré, l'argent est dépensé, tu reçois des émotions et l'histoire s'arrête là. Dans le second cas, l'argent revient, mais il revient changé, augmenté. La différence réside dans l'objectif. L'MAM, satisfaire des besoins, vivre, manger, profiter. AMA, faire croître l'argent, créer du capital, affaires, investissement, commerce. Si l'on pense au monde actuel, chaque marketplace, chaque plateforme de crypto-monnaie, chaque café de ton quartier existe uniquement parce que, quelque part, quelqu'un a lancé le processus AMA.
Des personnes ont avancé de l'argent pour le récupérer multiplié. Par exemple, un jeune investisseur achète du Bitcoin pour 30 000 euros. 6 mois plus tard, le prix augmente et il le revend pour 35 000. En essence, il a échangé 30 000 contre 35 000, encore une fois, la formule AMA, ou A est la somme augmentée. L'argent a bouclé son cycle et est revenu avec un bénéfice. Et dans ces exemples tout simples se trouve toute la logique du capital, claire pour chacun. Voyons des exemples liés à la propriété immobilière. Quand Marx écrit que le capital commence, avec le choc de la propriété immobilière sous forme d'argent, il fait référence à la situation où quelqu'un possède une terre ou une maison, c'est-à-dire un bien immobilier, une propriété fixe, et où une autre personne dispose d'argent, ce qui permet d'utiliser cette propriété ou de la transformer en source de profit. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, cela se manifestait ainsi, un propriétaire terrien possédait un domaine, et un marchand ou un prêteur arrivait avec de l'argent. Cet argent pouvait se transformer en patronage monétaire, par exemple, des prêts aux propriétaires pour qu'ils puissent entretenir son domaine ou financer une guerre. Capital commercial, argent investi dans la vente des produits agricoles de ces terres. Capital usuraire, argent prêté à intérêt. Exemple d'aujourd'hui. Imagine qu'il y a un propriétaire d'un immeuble au centre de la ville. Il possède la propriété, mais pour en tirer un bénéfice il a besoin d'argent, pour les rénovations, pour attirer des locataires, pour monter une activité. 1. Patronage monétaire. Un investisseur remet au propriétaire de l'immeuble des fonds pour la réhabilitation, et en échange il reçoit une part des revenus locatifs. L'argent commence à travailler, à travers la propriété immobilière. 2. Capital commercial. Une personne achète un appartement pour 200 000 euros, le rénove et le revend pour 250 000. Ici, la propriété fonctionne comme une marchandise à travers laquelle l'argent effectue le mouvement AMA. 3. Capital usuraire. Une banque accorde un prêt hypothécaire. La personne n'a pas la somme complète pour acheter l'appartement, mais elle a le désir d'en être propriétaire. La banque met son argent au travail, en exigeant des intérêts. En conséquence, l'argent se transforme en capital et la propriété immobilière devient la scène de ce processus. Autrement dit, le « choc » réside dans le fait que la propriété immobilière, à elle seule, est passive, une maison ou un terrain ne deviennent pas du capital tant que l'argent n'arrive pas. Mais dès que l'argent commence à utiliser cette propriété, par la location, la vente ou le crédit, il acquiert la forme du capital. En essence, chaque contrat hypothécaire, chaque location de bureau ou revente d'un appartement est un exemple clair de ce choc entre l'argent et la propriété immobilière dont parlait Marx. Voyons cela à travers la figure du bailleur, un exemple très parlant qui reflète directement la pensée de Marx. Par exemple, notre protagoniste possède un centre d'affaires dans une grande ville. Lui-même n'y travaille pas, il n'a pas besoin des bureaux. Mais il a une propriété immobilière, grande, coûteuse, immobile. Pour que le bâtiment génère des revenus, il faut de l'argent, rénovation, publicité, charges, démarches juridiques. Notre protagoniste ne dispose pas de tout le capital nécessaire. Alors entre en scène un investisseur. L'investisseur investit de l'argent dans la réhabilitation du bâtiment, on refait la façade, on crée un coworking moderne, on installe des systèmes de chauffage intelligents. Au final, les bureaux commencent à être loués à des entreprises technologiques et à des start-up. Que s'est-il passé ? Pour le bailleur, la propriété est devenue une source de profit uniquement grâce à l'argent. Pour l'investisseur, l'argent s'est transformé en capital, car il reviendra sous une forme augmentée grâce au paiement mensuel de loyer. Schéma simplifié. 1. Le bailleur possède un immeuble, c'est une propriété immobilière qui, seule, représente une valeur morte. 2. L'investisseur apporte de l'argent, il rend l'immeuble attractif pour les locataires. 3. L'argent revient à l'investisseur via les loyers, mais déjà avec un gain. Autrement dit, argent propriété immobilière, comme marchandise moyen, argent, le tout sous la forme AMA. En résumé, n'importe quel bailleur en 2025 est une personne dont l'activité fait se rencontrer la propriété immobilière et l'argent. Et c'est précisément là que l'on voit la transformation de l'argent en capital dans sa forme la plus pure, l'investissement revient augmenter. En résumé,
Tout bailleur est une personne dans l'activité de laquelle se rencontre la propriété immobilière et l'argent. Et c'est précisément là que l'on voit la transformation de l'argent en capital dans sa forme la plus pure, l'investissement revient augmenter. Ici, l'exemple est encore plus simple et proche de toi. L'histoire de la location d'un appartement. Notre protagoniste a acheté en 2020 un appartement dans un immeuble neuf pour 150 000 €. Elle ne pensait pas y vivre, elle avait déjà son propre logement. Son objectif depuis le début était autre, transformer l'argent en capital. Que fait-elle ? 1. Elle investit de l'argent dans l'appartement, achat et rénovation. 2. Elle le loue pour 800 € par mois. 3. Cet argent lui revient chaque mois, en 15 à 20 ans, le loyer couvre entièrement l'investissement initial et commence à générer un bénéfice net. Du point de vue de Marx, la propriété immobilière, l'appartement, en elle-même ne crée rien. Elle reste simplement vide si aucun argent n'est mis en mouvement. L'argent investi dans l'achat ne commence à travailler que lorsque l'appartement devient une source de revenus grâce au loyer. Ainsi, le schéma se présente ainsi. AMA. Argent-appartement, comme une forme particulière de marchandise, argent augmenté. Autre exemple actuel. Beaucoup de jeunes en Europe louent un logement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une hypothèque immédiatement. Pour eux, le loyer est une dépense, de l'argent qui s'en va sans retour. Pour le bailleur, c'est le même loyer mais vu sous l'angle opposé, son argent, investi dans la propriété, revient chaque mois et génère un gain. On voit clairement qu'une même action, louer un appartement, est perçue différemment par le locataire et par le bailleur. Pour le locataire, c'est simplement MAM, il vend sa force de travail, reçoit un salaire et le dépense en logement. Pour le bailleur, c'est AMA, le processus de transformation de l'argent en capital. Comment naît le profit dans le commerce ? Quand tu vas au marché, que tu entres dans une boutique ou que tu ouvres une plateforme comme Wildberry ou Amazon, il semble qu'il existe une sorte de « magie » du profit. Mais si l'on retire les facteurs accidentels, réduction, promotion, demande soudaine et que l'on regarde l'essence de l'échange, on voit quelque chose de très simple. Dans sa forme normale, l'échange est toujours un échange d'équivalent. C'est-à-dire, je remets ma marchandise, dans laquelle est contenu un certain volume de travail. En échange, on me donne de l'argent ou une autre marchandise dans laquelle est contenu le même volume de travail. La valeur ne croît ni ne diminue. Elle ne fait que changer de forme, d'abord marchandise, puis argent, puis à nouveau marchandise. C'est comme si tu échangeais un billet de 100 € contre 2 de 50, la valeur n'a pas changé, seule son enveloppe a changé. Exemple 1. Achat en ligne. Tu vends sur Avito ou eBay un vieil iPhone pour 300 €. Avec cet argent, tu achètes une tablette. Dans cet échange, tu obtiens un avantage en termes de valeur d'usage, l'iPhone ne te servait plus et la tablette oui, mais du point de vue de la valeur d'échange, tout reste identique, un équivalent a été échangé contre un autre équivalent. La différence réside dans l'objectif. L'MAM, satisfaire des besoins, vivre, manger, profiter. AMA, faire croître l'argent, créer du capital, affaires, investissement, commerce. Si l'on pense au monde actuel, chaque marketplace, chaque plateforme de crypto-monnaie, chaque café de ton quartier existe uniquement parce que, quelque part, quelqu'un a lancé le processus AMA. Des personnes ont avancé de l'argent pour le récupérer multiplié. Par exemple, un jeune investisseur achète du Bitcoin pour 30 000 €. 6 mois plus tard, le prix augmente et il le revend pour 35 000. En essence, il a échangé 30 000 contre 35 000, encore une fois, la formule AMA, ou A est la somme augmentée. L'argent a bouclé son cycle et est revenu avec un bénéfice. Et dans ces exemples tout simples se trouve toute la logique du capital, claire pour chacun. Voyons des exemples liés à la propriété immobilière. Quand Marx écrit que le capital commence, avec le choc de la propriété immobilière sous forme d'argent, il fait référence à la situation où quelqu'un possède une terre ou une maison, c'est-à-dire un bien immobilier, une propriété fixe, et où une autre personne dispose d'argent, ce qui permet d'utiliser cette propriété ou de la transformer en source de profit. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, cela se manifestait ainsi, un propriétaire terrien possédait un domaine, et un marchand ou un prêteur arrivait avec de l'argent. Cet argent pouvait se transformer en
Patronage monétaire, par exemple, des prêts aux propriétaires pour qu'ils puissent entretenir son domaine ou financer une guerre. Capital commercial, argent investi dans la vente des produits agricoles de ses terres. Capital usuraire, argent prêté à intérêt. Exemple d'aujourd'hui. Imagine qu'il y a un propriétaire d'un immeuble au centre de la ville. Il possède la propriété, mais pour en tirer un bénéfice il a besoin d'argent, pour les rénovations, pour attirer des locataires, pour monter une activité. 1. Patronage monétaire. Un investisseur remet au propriétaire de l'immeuble des fonds pour la réhabilitation, et en échange il reçoit une part des revenus locatifs. L'argent commence à travailler, à travers la propriété immobilière. 2. Capital commercial. Une personne achète un appartement pour 200 000 €, le rénove et le revend pour 250 000. Ici, la propriété fonctionne comme une marchandise à travers laquelle l'argent effectue le mouvement AMA. 3. Capital usuraire. Une banque accorde un prêt hypothécaire. La personne n'a pas la somme complète pour acheter l'appartement, mais elle a le désir d'en être propriétaire. La banque met son argent au travail, en exigeant des intérêts. En conséquence, l'argent se transforme en capital et la propriété immobilière devient la scène de ce processus. Autrement dit, le « choc » réside dans le fait que la propriété immobilière, à elle seule, est passive, une maison ou un terrain ne deviennent pas du capital tant que l'argent n'arrive pas. Mais dès que l'argent commence à utiliser cette propriété, par la location, la vente ou le crédit, il acquiert la forme du capital. En essence, chaque contrat hypothécaire, chaque location de bureau ou revente d'un appartement est un exemple clair de ce choc entre l'argent et la propriété immobilière dont parlait Marx. Voyons cela à travers la figure du bailleur, un exemple très parlant qui reflète directement la pensée de Marx. Par exemple, notre protagoniste possède un centre d'affaires dans une grande ville. Lui-même n'y travaille pas, il n'a pas besoin des bureaux. Mais il a une propriété immobilière, grande, coûteuse, immobile. Pour que le bâtiment génère des revenus, il faut de l'argent, rénovation, publicité, charges, démarches juridiques. Notre protagoniste ne dispose pas de tout le capital nécessaire. Alors entre en scène un investisseur. L'investisseur investit de l'argent dans la réhabilitation du bâtiment, on refait la façade, on crée un coworking moderne, on installe des systèmes de chauffage intelligents. Au final, les bureaux commencent à être loués à des entreprises technologiques et à des startups. Exemple 2. Supermarché. Tu entres dans un magasin avec 20 € et tu achètes des aliments. Pour toi, le gain est qu'à présent tu as de la nourriture au lieu de simples billets. Pour le magasin, c'est l'inverse, il a désormais de l'argent à la place du pain et du lait qui pouvaient se gâter. Vous gagnez tous les deux en utilité, mais la valeur, exprimée en argent, n'a fait que changer de forme. L'erreur de Condillac. Le philosophe français Condillac croyait que, dans chaque échange, chacun gagne plus qu'il ne donne. Cela sonne bien, mais en réalité il confondait deux dimensions différentes. La valeur d'usage, l'utilité pour une personne précise. La valeur d'échange, la quantité de travail social contenue dans la marchandise. Un exemple simple. Tu as chez toi une PlayStation que tu n'utilises plus. Ton voisin a un vélo dont il n'a pas besoin non plus. Vous échangez les objets. Pour toi, l'avantage est le vélo, pour lui, la console. En termes d'utilité, vous êtes tous les deux satisfaits. Mais en termes de valeur, il n'y a eu qu'un échange d'équivalent. Il n'existe aucune magie du profit dans l'acte même d'échanger. Comment cela se répète aujourd'hui? Même aujourd'hui, beaucoup d'économistes et de blogueurs business affirment « le commerce crée de la valeur ». La boutique ajoute de la valeur au produit. Mais en réalité, le commerce ne crée pas de valeur, il ne fait que la déplacer et lui donner une autre forme. Prenons l'exemple du café. Tu achètes des grains directement à un agriculteur pour 10 €. Un café te vend un espresso préparé avec ces mêmes grains pour 3 € la tasse. On dirait que le café a créé de la valeur. En réalité, il a simplement ajouté le travail du barista, le loyer du local, la publicité, le design, tout ce qui entre dans le prix final. Mais le profit dans le commerce ne naît pas de l'échange lui-même, il provient de l'organisation du travail et de l'utilisation du capital.
Conclusion. Dans un échange normal, personne n'arnaque, personne ni ne tire de plus-value. Les deux parties ne gagnent qu'en utilité, l'un se débarrasse de ce dont il n'a plus besoin, l'autre obtient ce qu'il désire. Mais la valeur en soi reste identique, elle ne fait que changer de masque, d'abord marchandise, puis argent, puis de nouveau marchandises. C'est pourquoi Marx disait, là où il y a égalité, il n'y a pas de profit. Capital commercial, acheter bon marché vendre cher. Marx écrit, la forme AMA, c'est-à-dire acheter dans le but de revendre plus cher, se manifeste de la manière la plus claire dans le mouvement du capital commercial. Imagine un revendeur de billets pour le concert d'un artiste célèbre en 2025. Il achète les billets 100 € et les revend 2 cents. Pour lui, les billets ne sont pas l'objectif, mais seulement un intermédiaire. L'argent investi doit revenir en quantité plus grande. Mais d'où vient le gain ? À l'intérieur de l'échange, il ne peut pas apparaître, car, comme l'écrivait Marx, la somme de valeur lancée dans la circulation ne peut pas augmenter en elle. Pour qu'il y ait profit, il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui perde, l'acheteur, qui paie plus cher, ou le producteur, obligé de vendre à bas prix. C'est précisément pour cela que le commerçant apparaît ici comme un « intermédiaire parasitaire », ce dont Marx parlait en citant Franklin, la guerre n'est rien d'autre que du vol, le commerce, tromperie et fraude. Capital à intérêt, argent. Cela se voit encore plus clairement dans le cas du crédit. Marx soulignait, la forme AMA se réduit à ces deux extrêmes A, argent échangé contre une plus grande quantité d'argent, ce qui contredit la nature même de l'argent. Prenons l'exemple d'un prêt hypothécaire. Une banque prête 200 000 € à une famille pour acheter un logement, mais exige d'en recevoir 300 000 en retour. Ici, l'argent semble se « reproduire » par lui-même. Aristote le condamnait déjà dans l'Antiquité, on déteste l'usurier, et à juste titre, car ici l'argent devient un moyen de lucre et n'est pas utilisé pour la fin pour laquelle il a été créé. Et en effet, à l'origine, l'argent est un moyen d'échange des marchandises, mais dans le cas de l'intérêt il se transforme en une manière de « faire de l'argent à partir de l'argent ». Le producteur et les limites de son propre travail. Peut-on créer de la plus-value en dehors du marché ? Marx répond, non. Le producteur peut, par son travail, créer des valeurs, mais pas des valeurs qui augmentent par leur propre force. Imagine un artisan qui achète du cuir pour 50 € et fabrique une paire de bottes. Son travail ajoute une nouvelle valeur, désormais, les bottes peuvent se vendre, par exemple, 100 €. Mais le cuir ne s'est pas renchéri, par miracle, il a simplement absorbé le travail du cordonnier. Autrement dit, la valeur croît seulement parce qu'un nouveau travail s'est ajouté à l'ancien. Mais la conversion de l'argent en capital exige plus que cela, il faut que l'argent investi dans la marchandise revienne sous une forme augmentée. La condition pour que l'argent devienne capital. Ici, Marx nous conduit à un point clé. Et notre détenteur d'argent, qui n'est encore qu'une chrysalide de capitaliste, doit avant tout acheter des marchandises à leur véritable valeur, puis les vendre à leur valeur réelle, malgré cela, en tirer plus de valeur qu'il n'en a avancé. La tâche paraît paradoxale, le profit doit apparaître à l'intérieur de la sphère de la circulation et en dehors d'elle. C'est-à-dire que le capitaliste doit participer en même temps à un échange honnête d'équivalents et, pourtant, en extraire d'une manière ou d'une autre une plus-value. C'est précisément là que réside le mystère du capital, que Marx commence ensuite à dévoiler. Exemple du XXI siècle. 1. Capital commercial. Les marketplaces comme Amazon, les vendeurs achètent en gros aux producteurs et revendent plus cher aux clients finaux. Le profit ne surgit pas, de nulle part, mais des conditions inégales de l'échange. L'acheteur paie au-dessus de la valeur, le producteur reçoit moins. 2. Capital à intérêt. Les banques et les microcrédits, l'argent engendre de l'argent sans aucun travail, matériel. Exactement comme au XXI siècle, les gens contractent des prêts et les remboursent avec des intérêts. 3. Travail et valeur. Un programmeur développe le code d'une application. Le programme se vend plus cher que le coût de l'ordinateur portable et de l'électricité. La plus-value n'apparaît pas dans l'ordinateur lui-même, mais dans le travail du programmeur incorporé au produit. Au XXI siècle, Marx a formulé ce que, au XXI, nous observons à chaque pas. Dans un échange honnête d'équivalents, il n'existe aucune source de profit.
Le gain du commerce et de l'intérêt ne naît pas de la marchandise, mais de rapports sociaux particuliers. L'argent ne devient capital que lorsque le processus implique une inégalité, que ce soit le marché, le crédit ou l'embauche du travail d'autrui. L'argent devient capital lorsqu'il effectue un cycle complet et revient augmenter, et c'est précisément ce processus qui fait tourner l'économie moderne. En comprenant la différence entre un simple échange et la transformation de l'argent en capital, tu commences à regarder autrement le travail des banques, la location, le commerce et tes propres finances.